Bonjour à tous. Cyril Bojiko, commençons par le début. Vraiment par le début, par la base. Qui est Issa Chiroma Bakary et pourquoi son annonce de candidature est-elle si surprenante dans le paysage politique camerounais? En effet, la question est pertinente. Issa Chiroma Bakary, ITB comme on l'appelle, est une figure bien établie dans le paysage politique camerounais. Il a derrière lui une longue carrière ayant occupé des postes ministériels importants sous l'actuel régime. Ce qui surprend, c'est précisément le fait qu'il était jusqu'ici perçu comme un soutien indéfectible, voire un pilier du président Paul Biya et du parti au pouvoir, le RDPC. Sa lettre aux Camerounais et son annonce de candidature à l'élection présidentielle de 2025 marquent donc une rupture franche avec cette posture de loyaliste. Il passe ainsi d'un rôle de serviteur du système à celui de challenger direct. Et c'est ce tournant qui est un événement politique majeur et surprenant. Marie-Flore. Mais dans son avant-propos, puisqu'on a reçu cette lettre, M. Chiroma parle de l'élection présidentielle comme d'un rendez-vous intime entre une nation et sa conscience. Quel message envoie-t-il avec cette entrée en matière? C'est une entrée en matière très symbolique qui révèle justement de la haute communication politique comme il sait bien le maîtriser. Il a été ministre de la communication et tous les médias savent à quel point il avait la maîtrise de la langue. En qualifiant l'élection de rendez-vous intime où chaque citoyen interroge son histoire, ses valeurs et son avenir, M. Chiroma cherche à dépasser le cadre d'un simple scrutin technique. Il élève le débat à une dimension morale et historique. Il rappelle la mémoire des femmes et des hommes qui, au péril de leur vie, ont défié l'occupation et l'humiliation, soulignant que leur combat était pour la nation, au-delà des divisions de tribus ou religions. C'est un appel puissant à la conscience citoyenne, à la dignité et à la liberté, en se basant sur l'héritage des pères fondateurs pour donner un sens plus noble et un quasi sacré à la démarche électorale et à son propre engagement politique. Monsieur Chiroma affirme que, je cite, le temps du changement est venu et que le modèle de gouvernance actuel a étouffé les élans de progrès. Comment justifie-t-il cette nécessité de changement? Eh bien, lorsqu'on parcourt ce qu'il a produit, il justifie cette nécessité par un constat extrêmement critique de la situation actuelle du pays. Il déclare que le modèle de gouvernance en place depuis des décennies a paralysé nos institutions et brisé le lien de confiance entre l'État et ses citoyens. Il pèse bien ces mots. Selon son analyse, ce système, jadis perçu comme un rempart de stabilité, a fini par étouffer les élans de progrès. Il dépeint un peuple camerounais à bout. Il étouffe, il souffre, il attend et il espère. C'est ce qu'il dit. Le message est clair. Il est temps de tourner la page, comme il le dit, non pas par désir de brutalité, mais par une nécessité urgente face à un régime à bout de souffle qui entraîne la nation vers un effondrement aussi prévisible qu'inacceptable. C'est une rhétorique forte de rupture qui met en avant l'urgence du changement. Mais Cyril Bojiko, l'ancien ministre, insiste sur le fait que cette transition ne peut venir d'un seul homme, ni d'un seul parti. Comment compte-t-il rassembler ce projet politique, puisqu'il y a déjà d'autres projets dans ce sens? Effectivement, c'est une stratégie de communication visant à positionner ou à se positionner comme un rassembleur et non comme un candidat de division ou d'opportunisme individuel. M. Chiroma reconnaît que le changement doit être porté par un sursaut collectif. Il affirme que le Cameroun de demain se construira ensemble avec toutes les forces vives de la nation. Il tend la main pour sceller un nouveau contrat de confiance et appelle explicitement à ouvrir un dialogue national franc, ouvert et exigeant. Il précise exigeant. En insistant que son projet ne peut le porter seul et qu'il est entre vos mains, c'est ce qu'il dit, il cherche donc à mobiliser une base plus large que celle d'un parti ou d'un clan, invitant chaque citoyen à s'engager, à construire, à rassembler, à oser. Mais Monsieur Issa Chiroma Bakary, Cyril Bojiko, se présente dans cette lettre ouverte aux Camerounais comme un candidat qui a connu le pouvoir, mais qui n'a jamais trahi sa conscience. C'est ce qu'il dit. Quelle légitimité cherche-t-il à se donner à travers cette affirmation? Et c'est là toute la curiosité, Marie-Flore Amassana. En tant que spécialiste de la communication et des médias, je dirais qu'il cherche à opérer un double mouvement. D'une part, M. Chiroma cherche la légitimité de sa candidature par son expérience en politique. Il connaît les limites du pouvoir, ce qui le distingue des outsiders sans expérience gouvernementale. D'autre part, il se présente comme un homme d'intégrité qui n'a jamais trahi sa conscience et a servi sans relâche. Cette affirmation vise à rassurer sur son éthique personnelle
et à le distinguer des figures politiques souvent accusées de corruption ou d'opportunisme. Il propose une clarté de vision, la rigueur d'une méthode et la vérité d'un engagement forgé par les preuves. Ce qui est un argument de poids pour un électorat fatigué des promesses sans lendemain du parti au pouvoir. Dans cette lettre aux Camerounais intitulée « Le peuple au pouvoir », la réforme du code électoral est présentée comme l'un de ses premiers combats. Pourquoi cette priorité donnée à la question électorale alors que nous sommes à 4 mois de la présidentielle? Vous avez absolument bien lu ces 24 pages de la publication de M. Chiroma Marie-Flora Massana, d'où cette question assez cachée dans ses propos. C'est une priorité stratégique et un message fort qui résonne avec les préoccupations des nombreux Camerounais. M. Chiroma établit un lien direct entre la confiance dans le processus électoral et le destin de la nation, affirmant que sans confiance, il n'y a pas de destin partagé. Il martèle que pour que la démocratie soit réelle, il faut que chaque voix compte et que le scrutin soit libre et incontestable. Cette insistance sur la transparence et l'honnêteté des élections répond directement aux critiques récurrentes sur la fiabilité des résultats passés au Cameroun. Il met ici en index les CAM et rejoint le camp des Maurice Kamto, des Joshua aussi, de Cabral Libi du coin, du moins de la plateforme de Yaoundé. Pour lui, la réforme électorale est la condition sine qua non pour que le principe de pouvoir au peuple devienne une réalité tangible et que l'alternance soit le souffle de la République. Soulignons que Issa Chiroma Bakary, dans cette lettre, le peuple au pouvoir, c'est en 10 points qu'il décline ces différentes offres. Sur le plan de l'unité nationale, il dénonce les discours de haine, de communautarisme, de repli identitaire et bien sûr de tribalisme. Comment compte-t-il garantir cette unité? Il a tout rassemblé. Il est allé dire tout haut tout ce qu'on dit, murmure dans les bars. Il connaît ce que disent les Camerounais et leurs préoccupations. Il aborde l'unité nationale comme un impératif de survie. Il qualifie ses discours de division de poison qui menace de détruire le pacte national. Son engagement est clair. Il sera un garant ferme de l'unité et de l'intégrité du pays et ne cédera ni à la déstabilisation, ni à la division d'où qu'elle vienne. Sa vision est celle d'une république qui reconnaît la richesse de sa diversité et qui garantit à toutes les régions une représentation équitable. Il insiste sur le fait que la mosaïque nationale est notre force et ne doit plus être une fracture. En somme, M. Chiroma prône une unité dans la diversité, loin des divisions qui ont parfois fragilisé le tissu social camerounais en se présentant comme le président de toutes et de tous. D'ailleurs, il le dit en début de cette lettre, il n'y avait ni tribu, ni religion comme barrière, il n'y avait que la nation comme foi et comme horizon. Concernant la jeunesse, parce qu'il a également évoqué la jeunesse dans cette lettre, M. Chiroma la qualifie de promesse d'innovation, de transformation. Quelles sont ses principales propositions pour la jeunesse? Il est allé chercher très loin chez les jeunes androïdes, ceux qui ne vont pas dans les meetings et n'ont pas de carte de parti, car il sait que là-bas c'est un vivier électoral. M. Chiroma a bien ciblé sa jeunesse et son cœur du marché. La jeunesse est clairement au cœur de son projet pour l'avenir. M. Chiroma exprime un constat de détresse chez les jeunes et promet qu'ils ne seront plus de simples spectateurs, mais des co-auteurs du changement. Il souhaite les associer directement à la conception et au suivi des politiques publiques. Concrètement, il propose une grande politique de l'innovation centrée sur la jeunesse, utilisant les outils du XXIe siècle comme le numérique, la tech, l'économie verte et l'entrepreneuriat social. Il associe donc la création d'un fonds national d'initiatives jeunes pour financer des start-up et des projets d'avenir. Enfin, il insiste sur une refonte de la formation professionnelle pour l'adapter aux besoins du marché afin que les jeunes soient formés pour entreprendre, innover et agir et non plus pour attendre. Le message est une invitation à la prise de responsabilité et à l'action pour la jeunesse. N'oubliez pas d'où il sort de la formation professionnelle. Mais Cyril Bogico, cette lettre, le pouvoir au peuple, le temps du changement est venu, accorde également une place particulière aux femmes, les qualifiant de piliers silencieux de notre société. Quel engagement prend-il pour les femmes? C'est un vieux routier en politique et dans ces 24 pages, dans tout ce qu'on a pu parcourir, M. Chiroma a montré qu'il est un homme politique aguerri, très avisé et redoutable. Il n'a lâché aucune partie de la population, au moins de l'électorat. Il a frappé là où on est sensible avec les mots qui sont les siens. Il a choisi les mots justes. C'est un hommage appuyé aux femmes. Simplement ce qu'il a eu à faire. Oui. Il n'est pas allé dans les revendications. C'est un hommage
message appuyé aux femmes qu'il décrit comme celles qui portent ce pays à bout de bras. Il reconnaît leur rôle essentiel dans les foyers, l'éducation des enfants, les soins des anciens, l'agriculture, les Nouvelle posture de véritables opposants. Et c'est là où les choses vont commencer aujourd'hui. C'est une question absolument cruciale, Marie-Flora Massana, pour sa crédibilité. La perception de sa sincérité sera probablement mitigée et fera l'objet des débats vifs. D'ailleurs, on a commencé à sortir ces archives où il était assez lourd. Une partie importante de la population, notamment les plus critiques envers le pouvoir, pourrait voir cette sortie comme un acte d'opportunisme politique, un caméléon qui change de couleur quand le vent tourne ou une tentative de recyclage politique face à un régime vieillissant. Il pourrait donc se demander pourquoi cette rupture intervient maintenant et pas plus tôt, ce qui pourrait donc entamer sa crédibilité. La charge de la preuve de sa sincérité reposera donc lourdement sur ses prochains actes et son prochain discours. Mais comment cette candidature inattendue pourrait-elle être reçue par les différentes catégories de la population, que ce soit la jeunesse qu'il évoque dans cette lettre, l'opposition traditionnelle et surtout le parti au pouvoir, le RDPC? Eh bien, vous évoquez la 3 dimensions d'appréciation de cette sortie du gouvernement de Chiroma et son positionnement comme candidat à l'élection présidentielle. Marie-Flora Massana, analysons ces différentes perceptions au cas par cas. Pour la jeunesse, certains jeunes avides de changement et souvent désillusionnés par l'absence d'opportunités pourraient être séduits par son discours qui leur promet une place centrale et un fonds national d'initiative jeunesse. Cependant, d'autres jeunes plus radicaux ou n'ayant pas connu son parcours ministériel pourraient le percevoir comme une figure du passé et rester sceptique quant à sa capacité à incarner un véritable renouveau. La question de sa sincérité sera donc très forte chez eux parce que Chiroma est un septuagénaire et va vers les 80 ans. Pour l'opposition traditionnelle, son arrivée est un couteau à double tranchant. J'explique. D'un côté, elle pourrait être vue comme une voix de plus contre le régime en place, potentiellement capable de mobiliser une partie de l'électorat du pouvoir, notamment du Nord. Cela pourrait donc renforcer le camp du changement. D'un autre côté, elle risque de fermenter davantage l'opposition si une union des forces n'est pas trouvée, affaiblissant ainsi les chances d'une alternance réelle. Certains partis d'opposition pourraient donc le voir comme un adversaire de plus et comme une manœuvre du pouvoir de Yaoundé pour diviser. Maintenant, terminons par le RDPC. Le parti au pouvoir. Pour le RDPC, c'est clairement un signal fort et potentiellement déstabilisant. La sortie d'un ancien ministre loyaliste au président de la République peut créer donc un malaise en interne, soulever des questions sur la cohésion du parti et envoyer un message de fragilité. Ils le percevront notamment probablement comme un traître ou un dissident et chercheront à minimiser l'impact de son départ du gouvernement et de son ralliement à l'opposition, voire à le discréditer en mettant en avant son passé. La communication du RDPC sera très cruciale pour gérer cette fuite d'un ancien allié de poids. Mais pour l'instant, le RDPC ne se prononce pas et observe. Et on attend Sébastien qui n'a encore rien dit. Grégoire Ona qui ne s'est pas encore prononcé, même pas sur sa page Twitter comme on le voit habituellement. C'est assez curieux. Assez curieux. Mais toujours est-il, peut-être pour sortir, Cyril, pas pour sortir du sujet, puisque nous y allons rester au courant de cette émission. Édition spéciale, oui. Édition spéciale. Dans l'ensemble, pensez-vous que cette sortie de Issa Chiroma Bakary est perçue comme une démarche politique crédible et réaliste pour le changement, ou plutôt, comme me disait Emmanuel Coco, une manœuvre parmi d'autres dans la perspective de 2025? C'est la question fondamentale, Marie-Flora Massana et Emmanuel Coco Chadougla Demba. La question fondamentale qui déterminera justement la portée de cette candidature de Issa Chiroma Bakary. À mon avis, personnellement, la perception générale sera probablement partagée, reflétant la complexité du paysage politique camerounais. D'abord, la perception du réalisme crédibilité. Une partie de la population pourrait donc trouver son discours réaliste et crédible, notamment ceux qui sont sensibles à l'argument d'un changement sans brutalité et d'une refondation portée sur l'expérience. Le fait qu'il promette des réformes électorales transparentes, honnêtes et incontestables peut rassurer les électeurs sur la possibilité d'une vraie démocratie. Son appel à l'unité et sa dénonciation du tribalisme pourraient donc toucher une corde sensible chez ceux qui aspirent à la cohésion nationale. Maintenant, la perception de manœuvres politiques et de la méfiance du camp de l'opposition, ça, il faut le dire qu'une grande partie des Camerounais habitués au recyclage politique et aux promesses non tenues pourraient donc rester très sceptiques. La lettre est bien
construite, mais certains pourraient donc la voir comme un simple exercice de communication politique pour se positionner. La question du financement de sa campagne et justement de sa capacité à mobiliser une base populaire forte et face à un appareil politique aussi bien enraciné que le RDPC et de la réaction du pouvoir en place seront donc autant de facteurs qui alimenteront le scepticisme. Pour beaucoup, le pouvoir de Yaoundé, le pouvoir au peuple est un slogan qu'ils ont déjà entendu par le passé avec le SDF. En définitive, la perception de cette candidature de Issa Chiroma Bakary dépendra, Marie-Flore Massana, dépendra beaucoup de sa capacité à transformer les mots de sa lettre en action concrète sur le terrain et à convaincre l'électorat de la sincérité de son engagement pour le changement. Son parcours passé sera à la fois un atout et un fardeau à gérer. Merci Cyril Bojiko pour cette analyse éclairante et nuancée. En résumé, l'entrée en scène d'Issa Chiroma Bakary avec sa lettre au Camerounais marque un moment politique fort. Son message est un appel clair à l'alternance et à la refondation de la République s'appuyant sur son expérience passée tout en critiquant fermement le système actuel. La perception de cette sortie sera diverse entre espoir de changement et scepticisme, soulignant la complexité même du chemin vers 2025. Sinon vers octobre. Un grand merci, Cyril Bojiko, pour vos respectives. Chers auditeurs, nous poursuivons notre analyse politique ce jour sur Sacré Matin. Restez connectés pour d'autres interventions sur cette sortie du ministre Issa Chiroma Bakary, mais surtout, peut-être également, cette attente du côté de l'UNDP. Bello Babakary également, samedi ici, est parti, entre guillemets, et c'est en train de partir. Bon, ouais, peut-être parti, en téléchargement. Il y a beaucoup de tractations pour lui dire il faut rester, mais il a la pression de sa base, de ses militants. Alors ça, on le sait depuis bientôt 1 an. Le départ de Bello Babakary, il avait déjà dit, je reprends ces termes, dans une communication, dans une conversation en off que nous avons captée, il avait déclaré à certains membres d'un parti politique en disant « Le temps qui me reste à vivre est plus court que celui que j'ai passé dans ce gouvernement. » Ça veut tout dire. Le temps qui me reste à vivre est plus court que celui que j'ai passé dans ce gouvernement. Pour dire, il me reste plus de longs jours à vivre. Donc, j'ai passé toute ma vie dans ce gouvernement. Le peu de temps qui me reste, peut-être, je vais donner un peu plus d'allant à la politique. Donc, ça, on s'attendait plus au départ de Bello que celui de Chiroma. Chiroma a un peu surpris, mais Bello, ça fait aujourd'hui exactement 10 mois que Balafon sait qu'il va partir. Il avait déjà envoyé des prémices à ses amis politiques de l'autre bord, même si aujourd'hui, il n'est pas d'accord avec la vision de ces personnes de la confession musulmane. Il estime que leur programme politique ne cadre pas avec ses valeurs. Et pendant ce temps, cette déclaration sur laquelle on reviendra, notamment de Issa Chiroma Bakary, je cite, pour la première fois depuis l'indépendance, une élection présidentielle pourrait se tenir sans la candidature du président actuel, faisant bien sûr référence à Paul Biya. On en reparle. Il sait bien de quoi il parle et justement, il n'est pas le seul. Olivier Biya l'a également dit, sera-t-il candidat? Peut-être non. Si oui, il n'y aura pas élection. Bon, allez, c'est complexe. Les amis, j'espère que vous avez bien suivi l'intervention de Cyril Bojiko sur Balafon. Il a essayé de parcourir en détail ce que a dit le ministre Issa Chiroma dans sa lettre aux Camerounais. Voilà, dans sa lettre, il a essayé de détailler certains faits, comment il compte s'y prendre pour apporter et améliorer la condition de vie des Camerounais. Il a parcouru beaucoup de points. Et là, je pense que, comme je vous le disais déjà, les choses sont en train d'aller très très vite. Parce que là, nous attendons demain le 28 juin 2025 pour le congrès du président Bello Boba qui, selon beaucoup de sources, va aussi déclarer peut-être sa candidature à l'élection présidentielle, du moins risque également démissionner selon certaines sources, et je crois le journaliste Cyril Bojiko l'a aussi mentionné. Donc demain samedi le 28 juin, c'est un grand jour également sur le plan politique au niveau du Cameroun. J'ai voulu partager ces quelques clichés avec vous et cette intervention de Cyril Bojiko. Sur cette chaîne, nous partageons des contenus relatifs à la politique, la géostratégie africaine et très particulièrement la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'AES également. Donc, si ce genre de contenu vous intéresse les amis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification et retrouvons-nous dans la prochaine. Ciao.